Alors désormais, on a un énorme arsenal conceptuel pour comprendre la philosophie politique. On peut comprendre qu'il y a effectivement depuis l'Antiquité 3 types de régimes qu'on observe à chaque fois. Eh bien, des régimes monarchiques, des régimes aristocratiques et des régimes démocratiques, qu'on peut remarquer qu'il y a des régimes qui sont vertueux et d'autres qui sont vicieux, et qu'avec la modernité est apparu un régime totalitaire qui peut prendre des formes justement monarchiques, aristocratiques ou démocratiques, afin de réaliser un idéal, afin de faire de la société ce que l'État veut d'elle. Eh bien, maintenant, puisqu'on a vu tout ça, on va pouvoir comprendre qui sont aujourd'hui les monarchistes. Parce qu'on a vu évidemment la République, donc on a vu que c'était une aristocratie, qu'elle était sur ce modèle aristocratique, et qu'en fait, dès la base, en fait, la République française se veut une aristocratie, que en fait c'est une oligarchie parce qu'elle est mue par des intérêts privés, et que même elle veut réaliser donc son idéal dans la société, et donc que c'est un régime totalitaire. Et on a vu également qu'il y avait donc des démocrates. C'est surtout, et je ne l'ai pas dit jusque-là, mais c'est le mouvement anarchiste qui va porter la démocratie dans l'histoire de France, qui va chercher à réaliser la démocratie. Et pas n'importe quels anarchistes, parce que évidemment l'anarchie est très très divisée. Bon, ça demanderait de faire énormément d'explications sur ce qu'est l'anarchie. Voilà, et donc ce qu'on n'a pas vu encore, ce sont les monarchistes, qu'on va pouvoir comprendre avec tout cet arsenal théorique. Alors, commençons par le commencement. Le commencement tel qu'on nous l'enseigne, c'est-à-dire que tout commence, l'histoire de France commence avec la Révolution française, puisque nous sommes en République. Eh bien, que la République s'extrait donc d'un régime monarchique. Régime qui, en fait, a fait la France. La France s'est constituée avec cette monarchie pendant de longs siècles, pendant plus d'un millénaire. Et donc c'est le régime qui a été la partie la plus importante de l'histoire de France. Et ce qu'on observe, c'est que après la Révolution, on revient en fait à des régimes monarchiques. Le roi a été décapité, donc on a coupé cet échelon-là de la société pour transférer l'État non plus dans les mains du roi, mais dans les mains de l'aristocratie. Et puis finalement, on voit apparaître un empereur, Napoléon Bonaparte, qui va prendre le pouvoir et le conserver un moment, qui va étendre les frontières, etc. Et il y a encore aujourd'hui des bonapartistes. Alors qu'est-ce que c'est finalement le bonapartisme? C'est ce premier mouvement monarchique qui naît des suites de la Révolution française. Le bonapartisme, c'est un petit peu le républicanisme de la dernière chance. C'est un républicanisme qui a du mal à s'imposer en France parce que la société reste bien profondément dans sa tradition et refuse de totalement se soumettre à ses idéaux révolutionnaires. Alors, cette monarchie, elle va faire ce travail de faire coïncider les idéaux révolutionnaires, les acquis de la Révolution, avec la structure traditionnelle de la France. Et donc, ce n'est pas, parce que si on écoutait l'éducation nationale, si on écoutait la propagande qui nous a été enseignée jusqu'ici, on ne comprendrait pas, en fait, l'instauration de ce régime. On se dirait, mais l'histoire est un progrès et elle nous mène toujours vers un avenir meilleur qui serait toujours plus démocratique et que nous nous sommes enfin émancipés d'une tyrannie pour pouvoir enfin avoir une démocratie libérale, fantastique. Et on ne comprendrait pas pourquoi alors on revient à un système monarchique. Aussi, c'est bizarre. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas du tout
que en fait, l'enjeu n'est pas là, l'enjeu n'est pas dans un changement de régime. La Révolution française n'a pas pour objectif de nous amener à la démocratie. Elle a un objectif qui est idéologique, justement, cette idéologie libérale qui veut prendre le pas donc, sur la France et qui veut régénérer la France. Et donc ce régime impérial, qui est un régime monarchique, c'est un régime qui est encore idéologique puisqu'il cherche à faire de la France une France libérale et de la conserver dans ce nationalisme. Donc en fait, Napoléon a été considéré de son temps comme le sauveur de la Révolution, celui qui a permis de stabiliser le pays et de réaliser la Révolution. Et on voit bien justement que le bonapartisme réalise les idéaux révolutionnaires, les idéaux des Lumières. Parce que le philosophe allemand Hegel dira de Napoléon, qui vient juste de prendre sa ville, Iéna, que c'est l'âme du monde qui chevauche et sort de la ville en reconnaissance. Il le compare à l'âme du monde, il le compare à cet individu autonome qui s'est pleinement réalisé, qui a pris en main sa destinée, qui incarne la nation, et dans laquelle toute la nation s'abstrait. Napoléon, lorsqu'il est couronné, il ne reçoit pas humblement sa couronne de l'Église, de Dieu, il reçoit sa couronne de ses propres mains, c'est lui qui se couronne. Et c'est vraiment l'image de l'individu autonome qui est à lui-même sa propre loi et qui incarne la nation, qui incarne les idéaux de la nation et qui cherche à réconcilier la nation et à l'unir. Et puis c'est Napoléon ensuite qui va donner à la France le code civil, qu'on appelle le code Napoléon, et qui reprend énormément le droit romain et qui le condense, en fait quelque chose de... Voilà, qui va permettre justement à la raison toute puissante, parce que les Lumières sont rationalistes et pensent que la raison est la seule faculté humaine qui nous permet d'atteindre une connaissance certaine, et donc que la raison peut par elle seule donner au monde, donner à la société et au régime quelque chose de figé dans le temps qui dure des millénaires, qui soit parfait, qui soit objet de science, qui soit vraiment, qui permette réellement de réaliser l'homme. Non pas justement que l'homme attend de Dieu sa libération ou quoi que ce soit, mais que lui-même se réalise par sa propre raison. Et le code Napoléon est vraiment issu de cette pensée-là lumiériste, dans laquelle en fait l'homme, par sa seule raison, peut légiférer sur tout. Parce que le code Napoléon va légiférer sur tout. Il va légiférer sur le travail, il va légiférer sur la vie des gens. Ça va être, et on va casser tout le droit coutumier. Parce qu'à l'époque, les gens vivent encore avec leurs traditions locales, etc., qui légifèrent, qui ont un pouvoir de loi, avec le droit oral. L'oralité, elle a de la puissance. Elle a un vrai pouvoir. Lorsque les gens se disent des choses, et ben, cette parole, elle fait acte de loi, elle fait acte de contrat, de serment. Et là, tout est détruit par ce code Napoléon où la raison d'un seul homme eh bien, va prévaloir sur toutes ces traditions séculaires, parfois millénaires, et où le droit voilà, va pouvoir s'imposer partout de la même manière. Parce que le droit doit réaliser aussi l'égalité. Il faut l'égalité en droit. Hein. Et que c'est pas possible que d'une région à l'autre, il y ait un droit qui soit différent. Donc voilà, en fait, le bonapartisme, c'est vraiment donc ce républicanisme quelque part de la dernière chance qui va dans un pouvoir fort, d'une volonté puissante, parce que mine de rien, c'est ça qu'il faut voir aussi, hein, c'est que les régimes, ils sont pas égaux, ils servent pas, ils sont pas aussi efficaces les uns et les autres. On voit bien que la monarchie c'est un régime plus efficace parce qu'il n'y a que le monarque justement qui en même temps délibère et exécute, alors que dans une aristocratie, eh ben, il y a plus de monde, donc le temps de délibération est plus long.
et donc moins efficace. Et à plus forte raison, la démocratie, puisqu'elle comporte encore plus de monde, la délibération est d'autant plus longue et le régime est d'autant moins efficace. Justement, ce régime bonapartiste, l'Empire napoléonien, il va justement réaliser les idéaux révolutionnaires, les idéaux des Lumières, d'une manière très efficace, puisque c'est une monarchie. Et puis, finalement, cet empereur, il est défait, et il y a une période de restauration de la monarchie traditionnelle française, de la royauté. Et ils vont régner de 1815 à 1830, pendant 15 ans. Il y aura, donc c'est les deux frères de Louis XVI qui vont être rappelés au trône, et qui vont régner. Et puis finalement, ils vont essayer de restaurer un royaume chrétien. Alors ça va pas du tout plaire à cette aristocratie qui est déjà pleine de ces idéaux révolutionnaires, et qui pensait avoir les rois dans leurs mains. Alors ils vont les dégager et vont choisir un roi qui soit libéral et qui puisse bien réaliser leurs idéaux et qui soit à leur solde. Donc ils vont faire appel à Louis-Philippe d'Orléans, qui est donc le fils de Philippe Égalité, qui déjà était donc un révolutionnaire. Donc c'était Philippe d'Orléans, et qui a choisi le nom d'Égalité afin de supprimer sa noblesse, etc., qui était grand maître de l'ordre du Grand Orient de France, donc de la franc-maçonnerie, de la plus haute loge de franc-maçonnerie française, et qui voilà, a voté la mort du roi. Donc on a, qui donc, est régicide et tue son cousin. Et là, donc, on a ce digne héritier, Louis-Philippe, son fils, qui va prendre le pouvoir avec l'aide des bourgeois, donc de cette nouvelle aristocratie qui n'est plus de la noblesse, mais de la notabilité républicaine, afin de consolider les acquis de la Révolution, etc., et de servir cette nouvelle idéologie libérale nationaliste qu'on cherche à mettre en place. Et voilà, et qui est vraiment du coup en opposition avec le christianisme, on le verra plus tard. Donc ce roi qu'on appellera le roi citoyen, ou d'autres l'appelleront le roi des banquiers, il va justement se mettre au service de cette idéologie-là, libérale et nationaliste, et il va reprendre par exemple le drapeau tricolore que les rois de France du coup avaient décroché, puisque ce n'était pas le drapeau de la France, c'est le drapeau des bourgeois de Paris. Alors que du coup, donc ce roi citoyen, il va reprendre cet emblème-là, il va reprendre les symboles de la République, et il va être un roi du coup de droit national, non plus de droit divin, comme l'étaient du coup les Bourbons. Et puis donc c'est ce Louis-Philippe Ier, donc il y a un changement dynastique qui s'opère, qui va justement donc opérer la révolution industrielle, et qui va permettre justement d'industrialiser le pays, et c'est ce qui va justement creuser encore davantage les écarts entre les riches et les pauvres, d'autant plus que le Code Napoléon aura rendu très fragile justement les petites gens qui ne peuvent plus se fédérer, qui ne peuvent plus s'unir, qui aura gravé dans le marbre, c'est les lois scélérates de la République qui ont cassé les corporations, qui ont cassé la société civile, qui ne peut plus s'organiser, c'est l'État qui ordonne tout. Donc il va y avoir de grandes tragédies sociales où les gens travaillent plus de 100 heures par semaine, s'échinent au travail, les enfants travaillent dès 8 ans, et voilà, c'est vraiment une catastrophe. Et comme ils n'ont pas le soutien de leur roi, et bien forcément il va y avoir des frictions et une nouvelle révolution. Et donc ce roi va être finalement destitué. Il va perdre en popularité assez vite et être destitué. Parce qu'évidemment, dans cette monarchie de droit national, cette monarchie constitutionnelle qui du coup tire sa constitution de l'aristocratie, donc c'est l'aristocratie qui a fixé les règles du pouvoir, eh bien le roi, dès qu'il ne satisfait plus à ceux qui l'ont mis en place, eh bien il est
il est dégagé. On organise une nouvelle république, la deuxième république, qui va pas durer longtemps. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va être élu président de la République. Au bout de son premier mandat, eh bien, il fait un coup d'État et devient empereur des Français. Et puis, donc, évidemment, il va mettre en place le Second Empire et essayer de remettre de l'ordre dans les choses. Il va justement prendre conscience du problème social et réactualiser, réautoriser le droit de grève, d'abord, le droit de coalition, puis ensuite le droit d'association, et qu'il y ait la possibilité pour les ouvriers de faire des syndicats pour défendre leurs intérêts. Parce que jusque-là, il n'y avait que les groupes de propriétaires qui pouvaient en fait s'organiser en syndicats patronaux, et donc voilà, le rapport de force était complètement absurde, et on n'a jamais connu autant de différences de niveau de vie, qui va bien sûr considérablement s'accentuer avec le temps, et qui aujourd'hui est encore pire que jamais. Donc il y a donc dans le bonapartisme et dans l'orléanisme la défense des idéaux révolutionnaires. Hein, on le voit bien, on cherche à garder le libéralisme, on cherche à garder le nationalisme. Mais dans le bonapartisme, il y a le fait que l'empereur soit l'incarnation de la nation, et c'est vraiment lui la nation, alors que dans la royauté orléaniste, la royauté est soumise à l'aristocratie. Voilà. Et c'est le roi citoyen. Ce qui est très différent quand même. Voilà. Et donc, après, bien évidemment, il y a la bataille de Sedan que Napoléon III va perdre. Et les Allemands seront jusque dans Paris et vont gouverner la France en 1870. Donc là, c'est un drame. Les gens ne sont pas d'accord et ils organisent la commune de Paris. Donc là, c'est les anarchistes qui prennent le pouvoir dans Paris et qui vont vraiment essayer de façonner une démocratie, une vraie démocratie. Et puis finalement, ils vont être battus par ces monarchistes avec l'aide des Allemands. Voilà. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment une période de trouble. On se demande, qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et on doit redéfinir le régime. Donc l'aristocratie, c'est toujours la même, depuis quasiment 1789, ça n'a quasiment pas changé. Hein. C'est toujours cette aristocratie qui se perpétue, de notables, donc de riches bourgeois, etc. Et qui cherche à façonner, qui façonne complètement ce système capitaliste pour servir leurs intérêts, et qui cherchent à toujours établir un régime qui soit capable d'assurer la pérennité de ce système économique qui va les enrichir. Et donc, on est en réflexion, on cherche à garder ces acquis de la Révolution, mais il faut donner un système à la France, un régime politique qui la fasse durer. Et alors, Bismarck, qui est donc le chancelier d'Allemagne, qui a réussi à battre la France, qui est très content de son coup, il va envoyer une lettre à son ministre plénipotentiaire à Paris, donc celui qui est gouverneur de France, du coup, à ce moment-là, finalement, et il lui dit, en somme, parce que la lettre est assez longue, vous pouvez la trouver à la Bibliothèque nationale de France, il lui dit « À bas les Bourbons, vive la République, tel doit être en France le cri d'un bon Prussien. » Donc les Allemands, démagogie externe, et puis il y a du coup démagogie interne, parce qu'on utilise les réseaux déjà révolutionnaires, les forces vives de la Révolution, donc forcément il y a la franc-maçonnerie parmi eux, il y a donc ces notables-là, capitalistes qui ont vraiment envie de s'enrichir. On va créer un mouvement pour vanter la République, pour créer une République, et une République qui puisse permettre en fait à l'Allemagne de garder la mainmise en fait sur l'Europe, en affaiblissant la puissance française, qui est une puissance qui est très dangereuse pour sa propre puissance à elle. Donc, pour affaiblir la France, il faut diviser la société française, qui est toujours catholique, et c'est le catholicisme qui fait l'unité du pays,
Les nationalistes bonapartistes ont essayé de s'appuyer dessus et de conserver ce catholicisme sans y accorder une grande valeur, mais en tant qu'il fait partie de cet idéal national, hein, de ce qui a façonné la nation, donc on se dit que c'est consubstantiel à la nation. On n'y accorde pas de vérité théologique, hein, puisque la vérité importante, c'est l'autonomie. Donc, mine de rien, le catholicisme, puisqu'il vante l'hétéronomie, on n'en veut pas. Donc, il faut déstabiliser la France. Donc, on veut un régime républicain, parce que le républicanisme s'est opposé donc, à chercher à détruire le catholicisme, qui est opposé à ses valeurs, à son système libéral et nationaliste. Donc, on cherche comme ça à établir un système qui soit véritablement républicain, qui soit garant de cette idéologie. Et donc finalement on bascule en Troisième République, parce que c'est ce qui sert le mieux les intérêts donc allemands, et puis les intérêts internes de l'aristocratie et des idéologues derrière, qui sont les francs-maçons. Donc la Troisième République naît, voilà, et perdure donc ces monarchistes, qui sont bonapartistes ou orléanistes. Il y a le maurrassisme, hein, le nationalisme intégral de Charles Maurras qui arrive, et donc l'Action française va émerger de cette théorie donc, du nationalisme intégral, qui va chercher à résoudre en fait les questions soulevées par le libéralisme et par le socialisme, mais uniquement à partir de l'idée de nation. Donc ce sera un courant donc, royaliste, fusionniste, puisque à cette époque-là, hein, comme je le disais, il y a on ne sait pas trop, hein, est-ce qu'on rétablit un Orléans, est-ce qu'on rétablit un Bourbon, voilà, donc comme Henri V, le dernier des Bourbons, va s'éteindre sans descendance, on va estimer que hop, les Orléans récupèrent en fait de facto ou en tout cas par un arrangement qui aurait été fait entre les deux familles, récupère donc la titulature du trône de France. Et finalement, donc il y a ce courant fusionniste, hein, qui va dire que bah oui, les Orléans sont maintenant dignes héritiers du royaume. Ils n'ont plus besoin de légitimité, ils l'ont. Et l'Action française va s'inscrire dans ce courant-là en restant fidèle, comme elle l'est aujourd'hui, au duc d'Orléans, Jean d'Orléans aujourd'hui. Et puis il y a d'autres courants monarchistes qui, eux, ne vont pas s'appuyer sur l'idée de nation, sur la souveraineté nationale, mais plutôt sur une souveraineté populaire, et demander et souhaiter une monarchie de souveraineté populaire, donc un peu à l'idée de Rousseau, encore une fois, où c'est le peuple qui peut choisir un monarque et le destituer comme cela lui chante. Et qui sont bien sûr des courants mineurs qui existent. Donc voilà ce petit point sur les monarchistes en France, ce qui permet de bien comprendre que en fait, parmi les monarchistes, il y a énormément de divisions, parce que choisir un prince, c'est choisir des principes, et que on ne vient pas à un prince parce qu'il est plus stylé, mais parce qu'il y a des principes qui sont en fait incarnés par ce prince et qu'on veut voir réalisés dans la société. Il s'agit encore maintenant de comprendre, finalement, la différence qu'il y a entre la royauté et la tyrannie. Tyrannos, en fait, en grec, l'étymologie, ça veut dire usurpateur. Finalement, le tyran, c'est un monarque qui usurpe une légitimité qu'il n'a pas, et qui va utiliser son pouvoir pour son bien propre, son bien particulier, au lieu de servir le bien commun. Donc il faudrait savoir si ces courants-là sont des courants tyranniques ou des courants véritablement royalistes. Il est évident que pour le bonapartisme, ce n'est pas un courant royaliste, puisque c'est un courant impérialiste, et que l'Empire se base encore sur cette idée romaine.
Napoléon a voulu faire quelque chose de très très romain, voilà, avec le code civil, etc. C'est un accaparement du pouvoir pour faire la nation, donc c'est clairement un courant tyrannique. Il faudrait voir aussi dans la précision hein, des faits comment les Orléans ont toujours manigancé, intrigué dans le royaume pour pouvoir prendre le pouvoir, et finalement à quel point ce sont des tyrans, des usurpateurs. Et ça, on va pas le voir parce que ça va m'attirer des problèmes, tu comprends? Donc voilà, je laisse à chacun méditer là-dessus, et surtout, nous pouvons voir un point commun à toutes ces théories, c'est que en plus donc de l'anarchie, des démocrates, des aristocrates républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit donc plutôt ensuite des monarchistes, ou bien impérialistes, ou bien donc orléanistes, que ils sont toujours dans cet héritage de la Révolution. Bonaparte étant celui qui va réaliser hein, la Révolution, porter les idées de la Révolution dans une réalisation très concrète. Les Orléans vont chercher donc à avoir cet héritage de la Révolution, à conserver les acquis de la Révolution. Les monarchistes de droit, disons, populaire, qui cherchent une souveraineté populaire à un roi, avec du coup une monarchie constitutionnelle, une constitution populaire, sont aussi du coup dans cette logique révolutionnaire qu'on avait vue dans la partie sur la démocratie, et s'inscrivent donc dans une histoire révolutionnaire, comme le sont les anarchistes, les communistes, etc. Tous ces mouvements en fait qui existent depuis 1789. Ce sont des courants révolutionnaires. Et donc on va essayer de comprendre, eh bien, dans le prochain épisode, ce qu'est réellement la révolution et ce qu'est son contraire, la contre-révolution. Et je vous dis donc à bientôt, je vous retrouve au prochain épisode.